Bonjour, cette vidéo va nous servir à aborder les notions des forces entre différentes interfaces. Interface liquide-gaz et interface liquide-solide. Nous allons nous intéresser à la tension superficielle, la loi de Laplace et le rôle des surfactants. Nous allons aborder également l'application de la tension superficielle en biophysique et l'application de la loi de Laplace au niveau des alvéoles pulmonaires et au niveau des artères. À la fin de cette vidéo, vous trouverez des QCM corrigés qui vous permettront de s'entraîner et d'évaluer votre compréhension du cours. La tension superficielle est un phénomène physico-chimique lié aux interactions moléculaires entre deux milieux différents, par exemple entre un liquide et un solide, ou entre un liquide et de l'air. Alors, il résulte de l'augmentation de l'énergie à cette interface, et cette énergie fait en sorte qu'on a des phénomènes qui peuvent être utilisables dans plusieurs applications. Plusieurs observations qu'on peut voir et qu'on peut utiliser pour comprendre la tension superficielle. Mais avant, imaginons un récipient rempli d'eau, par exemple. Alors, si on considère que ces molécules d'eau qui ont cette forme-là sur la surface, alors chaque molécule d'eau, en fait, elle est entourée par d'autres molécules. Et les molécules qui sont à la surface, par exemple, si on prend celle-ci, elle est attirée par la molécule de côté, par une force, c'est-à-dire l'autre molécule à côté, elle l'attire par une force. L'autre en bas, pareil. Et la force résultante que toutes les molécules qui entourent cette molécule, elle va être attirée vers le bas. Et c'est une force résultante de toutes les forces attirées par les autres molécules. Et cette force, ce n'est autre que la force de tension superficielle. Par contre, les molécules qui sont à l'intérieur, en fait, ils sont en équilibre. Parce que toutes les forces appliquées sur une molécule donnée, elles sont nulles. D'accord? Alors que les molécules qui sont sur la surface sont attirées vers le bas. Et cette force, je répète, c'est la force de tension superficielle. D'autres exemples qu'on peut voir, qu'on peut observer, c'est le cas par exemple de deux lames de verre entre lesquelles on met un liquide qui est par exemple de l'eau. Et pareil pour l'exemple que j'ai expliqué tout à l'heure. Toutes les molécules de l'eau sont attirées, par les deux lames, et ceci est dû en fait que la lame, ou plutôt la lame en verre, elle est attirée vers le liquide, et la même chose va se produire de l'autre côté. La lame, elle va être attirée par le liquide, et ceci fait en sorte que on observe que le fait que les deux lames en verre semblent collées l'une de l'autre et c'est difficile de les séparer. D'autres observations, on peut le voir par exemple la formation de deux ménisques des deux côtés qui entourent un tube à essai qui est rempli d'un liquide. Et ceci, c'est pareil, c'est une observation, c'est un phénomène de tension superficielle qui fait en sorte qu'on a une formation de ménisque entre les deux côtés parce que tous les liquides étaient tirés au milieu vers le bas et la tension superficielle vers le milieu ou vers les côtés ou vers les bords, ils sont faibles. Ils sont faibles par rapport à la force qui est appliquée au milieu, ce qui fait qu'on a une formation de ménisque. Un autre exemple, c'est le cas d'une punaise ou une aiguille qui flotte sur la surface de l'eau. Et c'est pareil, lorsqu'on a une punaise qui est placée sur l'eau, elle applique une forme
force sur le liquide qui est en bas. Et ce liquide, elle fait en sorte qu'il va s'opposer à cette force en la poussant vers le haut. Hein? Et ceci est dû également parce qu'on a une tension superficielle qui se pose à l'ouverture de l'eau pour que la punaise plonge à l'intérieur. Un autre exemple, c'est le cas d'une insecte qui marche sur l'eau. Ben, ceci pareil, parce que sur chaque patte, il y a une formation d'une tension superficielle qui se pose sur le fait que les pattes de cet insecte plongent à l'intérieur de l'eau, ce qui fait que l'insecte peut marcher sur l'eau sans qu'il coule à l'intérieur. Pour décrire la tension superficielle, Laplace a développé une loi qui relie la pression de la place à la courbure moyenne de l'interface et à sa tension superficielle. Trois démonstrations sont envisageables en utilisant cette loi. La première, elle concerne la goutte d'eau dans laquelle une seule interface est mise en jeu. Alors la goutte d'eau, en fait, à l'intérieur, on a de l'eau et à l'extérieur, on a de l'air. Donc une seule interface mise en jeu qui est OR. Et bien sûr, pour développer cette loi de Laplace, on a pas mal d'équations qui sont mises en jeu. Les premières, en fait, c'est la surface de cette sphère qui est 4πr carré et le dérivé de cette surface qui est dû à la tension superficielle qui est 8πr/dr. Deux énergies sont utilisables pour développer cette loi. La première, c'est l'énergie de travail qui est due à la différence de pression entre l'intérieur, dans ce cas l'intérieur de la goutte, et l'extérieur. Et la deuxième énergie, c'est l'énergie due à la tension superficielle. Alors la première énergie qui est due au travail, c'est la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Et la tension superficielle ou l'énergie due à la tension superficielle, c'est l'énergie due au fait que la tension superficielle fait en sorte d'attirer en fait les parois de cette goutte à l'intérieur. Alors lorsqu'on a un équilibre, ça veut dire que la goutte est stable, on a les deux énergies sont égales. Ça veut dire que l'énergie due au travail est égale l'énergie due à la tension superficielle. Et en faisant cette égalité, on arrive à la loi de Laplace qui est delta P est égal 2 gamma sur R, et cela pour le cas d'une goutte d'eau. La deuxième démonstration concerne la bulle d'air. Pour la bulle d'air, deux interfaces sont mises en jeu. On a de l'eau à l'intérieur de la bulle, de l'air et de l'air également de l'autre côté. Donc deux interfaces sont mises en jeu. La première interface, c'est RO et la deuxième, c'est OR. Alors pour développer la loi de Laplace pour les bulles d'air, on utilise les mêmes équations que la goutte d'eau. Donc on a la surface qui est 4 πr carré. Après on a le dérivé de cette surface. Et bien sûr, puisqu'on a une bulle d'air, c'est comme si on a deux surfaces. Une surface à l'intérieur d'une autre. Ça veut dire une sphère à l'intérieur dans une autre sphère. Et pareil, pour développer cette loi, on utilise deux équations. La première, c'est l'équation de l'énergie de travail due à la différence de pression entre l'intérieur de la bulle et l'extérieur. Et la deuxième, c'est l'énergie de tension superficielle qui est formée à l'endroit où on a l'interface RO-OR. Ça veut dire que on a deux surfaces mises en jeu, hein, deux surfaces, deux énergies des deux côtés. Et pour cela, on rajoute un 2, hein,
qui va prendre en considération qu'on a deux forces mises en jeu qui sont en fait mises en jeu pour rétrécir l'endroit où on a de l'eau. Et bien sûr, si on a la bulle, elle est stable, on peut dire que c'est à l'équilibre. Donc, on peut faire une égalité entre l'énergie due au travail et l'énergie due à la tension superficielle. Et cette égalité nous donne la loi de Laplace qui est delta P est égal 4 gamma sur R. Et 4, bien sûr, elle est due au fait qu'on a une bulle d'air, ça veut dire deux sphères, une à l'intérieur dans l'autre. La troisième démonstration concerne les artères. Alors, pour appliquer la loi de Laplace pour les artères, en fait, on utilise les mêmes équations. La seule différence, c'est que pour les artères, on utilise l'équation de la surface qui est 2πrL. L, c'est la longueur de l'artère et R, c'est le rayon de l'artère. Et bien sûr, pour expliquer un peu plus ce qui arrive au niveau de l'interface liquide et paroi de l'artère, lorsque je dis liquide, ça veut dire le sang, et l'artère de le paroi de l'artère. Donc, lorsqu'on a en fait un équilibre entre les deux interfaces, ça veut dire un équilibre entre les forces de tension superficielle qui vont attirer les parois à l'intérieur et les forces de pression sanguine qui vont pousser les parois ou le sang vers l'extérieur. Lorsque ces deux forces sont égales, donc on peut dire que l'artère elle est saine. Lorsqu'on a un problème qu'on appelle anévrisme, ça veut dire une dilatation des parois due à une pathologie quelconque. Donc dans ce cas-là, les forces de tension superficielle sont plus faibles que les forces de pression sanguine. Donc on a dans ce cas-là, le sang il va pousser plus les parois vers l'extérieur et on a une dilatation du paroi. Alors pour appliquer les équations qu'on a vues pour la goutte et les bulles d'air pour former la loi de Laplace pour les artères, on utilise les mêmes équations. Donc, on a deux énergies. La première, c'est l'énergie due au travail, qui est l'énergie due à la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du paroi. Et la deuxième énergie, c'est l'énergie de la tension superficielle. La seule différence ici, c'est que la surface, c'est vraiment la surface de l'artère. Alors, si on a une artère qui est saine, ça veut dire que les deux énergies sont égales. Je dis saine, ça veut dire stable. Ça veut dire que les deux énergies, la première qui est due à la pression, la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, et l'autre qui est due à la tension superficielle sont égales. On peut formuler l'équation de la loi de Laplace qui est delta P est égal gamma sur R pour les artères. Le composé qui modifie la tension superficielle est appelé surfactant. Un des surfactants en fait les plus utilisés ou les plus étudiés en biophysique, c'est le surfactant pulmonaire. Et généralement, ce surfactant en fait, il joue un rôle primordial et indispensable à la respiration normale. En fait, c'est un agent tensioactif qui tapisse l'intérieur des alvéoles. Elle aide à garder les alvéoles ouverts et bien sûr ce composé ne s'épuise pas. Ce composé en fait, elle est sécrétée continuellement par les pneumocytes de type 2 et généralement ces surfactants s'organisent pour former une couche hydrophobe du côté de l'air, une couche hydrophile du côté de la paroi alvéolaire. Et ces surfactants, en fait, ils tapissent l'intérieur des alvéoles et ils forment une sorte de force de répulsion cette force qui va en fait s'opposer aux forces d'attraction de la tension superficielle. Les
les surfactants, en fait, sont habituellement, elles apparaissent dans les poumons du fœtus à la 24e semaine de grossesse environ et atteignent graduellement son plein potentiel à la 37e semaine. Et généralement, ces surfactants, ils sont formés par des protéines, à peu près 10,6%, des phosphatidylcholine, 9,9%, et du DPPC, 36,3%, et bien sûr des phosphatidylcholine insaturées de 32,3%. Selon la loi de Laplace, les alvéoles sont considérés comme des bulles d'air à l'intérieur d'un liquide. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ces alvéoles, en fait, c'est de l'air et à l'extérieur, c'est de l'eau. Ça veut dire qu'on a un seul interface air-eau. Et pour cela, on applique en fait la loi de Laplace qu'on a vue ensemble qui est delta P est égal 2 gamma sur R. Et toujours selon la loi de Laplace, la différence de pression est d'autant plus fort si le rayon est plus petit. Ça veut dire plus la bulle d'air est plus petite, plus la différence de pression est forte. Et encore, plus la bulle d'air est trop petite, plus la pression à l'intérieur de l'alvéole est très forte. Alors, généralement, pour les alvéoles, ils sont tapissés par les surfactants dépendamment de la taille de ces alvéoles. Plus l'alvéole pulmonaire est petite, plus la tension superficielle est forte et plus le surfactant est concentré. À l'inverse, plus l'alvéole est grande, plus la tension superficielle est plus petite, plus on a moins de surfactants pulmonaires. Et ainsi, l'alvéole peut rester en fait stable dépendamment de la quantité de tension, quantité de surfactant à l'intérieur de l'alvéole. Et ceci juste pour avoir une stabilité, une stabilité des alvéoles. Ça veut dire que la plus petite garde sa forme et la plus grande garde sa forme. Et ainsi, la plus petite ne va pas se vider dans la grande. Parce que sans surfactant, la tension superficielle va être très forte, la pression à l'intérieur des alvéoles qui sont plus petites et les plus fortes, ce qui va faire en sorte que les plus petites alvéoles vont se vider vers les plus grandes et on aura un problème qu'on appelle atélectasie. Ça veut dire que les plus petites alvéoles vont se vider dans les plus grandes alvéoles et ceci en fait c'est une des conséquences de la loi de Laplace. Pour en finir, on va faire ensemble quelques exercices d'application sous forme de QCM. Alors la première question en fait c'est en fait elle est liée à la loi de Laplace et la question c'est selon cette loi la tension superficielle d'une artère. Est-ce qu'elle est proportionnelle au rayon de l'artère à la puissance 4? Est-ce qu'elle dépend de la température, de la viscosité sanguine, du débit du sang de l'artère? Et la dernière proposition, est-ce qu'elle dépend de la pression artérielle? Alors, la loi de Laplace, en fait, ce qu'on a vu ensemble, delta P, ça veut dire la différence de pression entre l'intérieur de l'artère et l'extérieur, est égale la tension superficielle gamma sur le rayon de l'artère. Alors, pour la première proposition, est-ce que cette tension superficielle gamma, est-ce qu'elle est proportionnelle au rayon de l'artère à la puissance 4? Alors, cette proposition est fausse. Parce que la tension superficielle, elle est proportionnelle
au rayon de l'artère, mais pas à la puissance 4. Alors, toujours selon la loi de Laplace, est-ce qu'elle dépend de la température? La tension superficielle, oui, elle dépend de la température. Elle diminue avec la température. Plus on augmente la température, plus la tension superficielle diminue. Mais selon la loi de Laplace, non. Parce que la loi de Laplace, on n'a pas dans la loi de Laplace la température. La proposition C dépend de la viscosité sanguine, non, il n'y a pas de viscosité. Dépend du débit du sang de l'artère, non, et dépend pas du débit du sang de l'artère. Dépend de la pression artérielle, oui, elle dépend de la pression artérielle. Donc la seule proposition correcte ici, c'est E. Le deuxième exercice d'application concerne une bulle d'air de rayon R001 mm qui est située à une profondeur H dans un liquide de densité 1,1. Et on cherche à déterminer la profondeur H. Alors, la bulle d'air en fait, à l'intérieur de ce liquide, elle est à une profondeur H. Donc, premièrement, selon la loi de Laplace, puisque c'est une bulle d'air à l'intérieur d'un liquide, ça veut dire qu'on a à l'intérieur de l'air et à l'extérieur le liquide. Donc, on a une seule interface qui est mise en jeu. C'est-à-dire, on applique la loi de Laplace, delta P est égal 2 gamma sur R. Avec gamma, la tension superficielle qui est donnée, et R, c'est le rayon de la bulle. Alors, si on peut écrire cette équation, on peut l'écrire sous cette forme. Donc, delta P, c'est la pression à l'intérieur de la bulle moins la pression à l'extérieur de la bulle, est égal 2 gamma sur R. Et bien sûr, la pression à l'intérieur, elle est donnée, elle est égale à 1,163 10 à la puissance 5 pascal, alors qu'on cherche l'inconnu, en fait, c'est la pression extérieure. Et la pression extérieure de la bulle, elle est égale la pression à la surface, qui est la pression atmosphérique, atmosphère, plus la différence de pression qui est ρ GH. Donc on peut écrire que la pression extérieure de la bulle, c'est la pression atmosphérique qui est en contact avec de l'air, et c'est une pression atmosphérique plus ρGH. Et on peut écrire cette équation comme ρGH est égal à la pression extérieure moins la pression atmosphérique. Et on remplace la pression extérieure par l'équation pression intérieure moins 2 gamma sur R. Et on aura donc l'équation finale pour calculer le H, qui est la hauteur, c'est 1 sur rho GH multiplié par la pression intérieure moins 2 gamma sur R moins la pression atmosphérique. Donc, on peut juste faire l'application numérique et trouver la valeur de H. Mais il faut faire toujours attention aux unités. Par exemple, gamma, c'est 10,76, 10 à la puissance moins 3 newtons par mètre. Donc, il faut faire attention à ce milli-newton. Et il faut toujours faire attention aux unités du système international. Pascal, c'est un dérivé du système international. Donc, il reste inchangé. Il faut juste changer le gramme par centimètre cube en kilogrammes par mètre cube. Donc, on a la densité, c'est 1,1 et on a l'équation, la densité est égale la masse volumique de liquide en question sur la masse volumique de l'eau. Et si on fait application numérique, on trouvera que la masse volumique de l'eau, c'est 1,1 multiplié par 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. Donc, si on remplace dans l'équation, on trouvera que la hauteur H est 10 cm. Donc, la proposition correcte, c'est E. La troisième question. Alors, quelles propositions sont correctes? Ou quelle proposition est correcte?
Donc la première proposition, la tension superficielle ne dépend pas de la nature de l'interface sur laquelle elle s'exerce. Non, elle dépend de la nature de l'interface. Alors la nature de l'interface, s'il est entre liquide et air, c'est pas la même chose que entre liquide et solide. Et même pour même interface, ça veut dire solide et liquide, c'est l'interface, c'est la surface de solide, elle est plus hydrophile que hydrophobe, ou plus hydrophobe que hydrophile, ben, la tension superficielle change. Donc la proposition A est fausse. La proposition B, la tension superficielle s'exprime en newton-mètre dans le système international, fausse. Donc la tension superficielle, l'unité c'est newton par mètre. Donc la proposition B est fausse. La tension superficielle ne dépend pas de la température. Fausse, elle dépend de la température. Elle est inversement proportionnelle à la température. C'est-à-dire plus on augmente la température, plus la tension superficielle diminue. Les forces de tension superficielle tendent à réduire la surface libre des liquides en contact avec de l'air. C'est vrai. Donc les forces de tension superficielle étant toujours à minimiser cette surface. Ça veut dire une goutte d'eau, elle a toujours tendance à minimiser ou à réduire le rayon de cette goutte. Et même lorsqu'on a deux gouttes qui sont proches, ben, ils vont avoir une tendance de fusionner pour donner une seule goutte. Et ainsi, la goutte aura une surface libre plus petite que lorsque on a deux gouttes. Donc D, elle est vraie, elle est correcte. La dernière proposition, la tension superficielle explique le phénomène des bulles de savon dans l'eau. Oui, elle explique. C'est grâce à la tension superficielle qu'on a formation des bulles de savon dans l'eau. Donc, les réponses sont D, E. Pour la quatrième question concernant les surfactants pulmonaires, alors la première proposition, elles réduisent la tension superficielle, bien sûr. Les surfactants pulmonaires, ils réduisent la tension superficielle. Ils améliorent également la compliance pulmonaire. Et la compliance, c'est en fait le changement du volume de l'alvéole au fur et à mesure qu'on respire ou qu'on expire. Ça veut dire lorsqu'on respire de l'air, ben, les alvéoles sans surfactants, ils vont augmenter en volume jusqu'à l'éclatement. Et lorsqu'on expire, pareil, sans surfactant, ben, ils vont en fait se vider jusqu'à l'implosion. Donc, avec les surfactants, la compliance pulmonaire elle est améliorée et ainsi le volume de ces alvéoles peuvent en fait changer au fur et à mesure lorsqu'on respire ou lorsqu'on expire. La proposition C, il maintient les alvéoles pulmonaires au sec, bien sûr, grâce à ce surfactant, parce qu'ils ont une partie qui est hydrophobe, qui est dans l'air, donc ça minimise ou ça garde les alvéoles pulmonaires au sec. Il protège les alvéoles contre les polluants et les agents infectieux, bien sûr. C'est une proposition qui est correcte. Et la dernière proposition est se concentrer davantage dans les alvéoles petites que les grandes, bien sûr. Lorsque les alvéoles sont plus petites, ben, la pression à l'intérieur est très forte. Ça veut dire que la tension superficielle est plus forte. Donc, on a les surfactants, ils sont en grande quantité, ils sont beaucoup plus concentrés que lorsqu'on a des alvéoles plus grandes. Donc, les propositions qui sont correctes, c'est A, B, C, D, E. Pour la quatrième question à propos de l'anévrisme. Alors, c'est une dilatation anormale de la paroi d'une artère. Oui, c'est vrai. La deuxième proposition, c'est un rétrécissement anormal de la paroi d'une artère. Non, c'est fausse. C, il y a un équilibre entre les forces de tension superficielle et les forces de pression. Non, il n'y a pas d'équilibre. Sinon, il n'y aura pas d'anévrisme. Les forces de tension superficielle sont plus faibles que les forces de pression sanguine. Bien sûr, elle est vraie parce que les forces de pression sanguine sont plus fortes, donc ils poussent vers l'extérieur. C'est-à-dire la pression est plus forte vers l'extérieur, ce qui tend à former cet anévrisme, c'est-à-dire cette dilatation anormale de la paroi d'une artère. Donc D, elle est vraie.
Et la dernière, les forces de tension superficielle sont plus petites que les forces de pression sanguine. Non, elle est fausse. C'est l'inverse de D et c'est pas de l'anévrisme. Alors, les réponses ou les propositions qui sont correctes, c'est A, D. Pour le 6e exercice, le dernier, selon la loi de Laplace, l'alvéole pulmonaire est assimilé à une bulle d'air dans l'air. Non, c'est une proposition qui n'est pas correcte. L'alvéole pulmonaire est assimilé à une goutte d'eau dans l'air. Pareil, c'est pas vrai. L'alvéole pulmonaire est assimilé à une bulle d'air dans l'eau. Oui, c'est vrai. La proposition C est correcte. L'alvéole pulmonaire a une pression intérieure inférieure à la pression extérieure. Non, c'est l'inverse. C'est plutôt l'alvéole pulmonaire a une pression intérieure supérieure à la pression extérieure. Donc les propositions qui sont correctes sont C, E. Merci et à la prochaine vidéo.